Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. Donc, je m'exprime en français aujourd'hui car ce week-end est un week-end en français pour Albertine. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que demain, nous aurons une autre rencontre à 14 heures aussi. Ça sera une conversation entre Laure Murat et Lola Lafont qui discuteront du dernier livre de Lola Lafont, Chaviré, qui est sorti chez Actes Sud en septembre. Et cet après-midi, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conversation entre Kaïma Glover et Scholastic Mukasonga à l'occasion de la publication par nos amis d'Archipelagos Books de Iggy Foo, qui a été traduit vers l'anglais par Jordan Stump. C'est un peu un après-midi entre amis, mais même si cette conversation doit se dérouler sur Zoom, elle permet de poursuivre la conversation entre Kayama et Scholastic, car nous les avions accueillis à l'automne dernier à Albertine, voilà, c'était en fin septembre de l'année dernière, pour la publication de la traduction de La femme aux pieds nus, toujours par Archipelago. Kayama Glover est professeure d'études françaises et africaines au Barnard College de l'Université de Columbia. Elle est titulaire d'un BA en histoire et littérature française et études afro-américaines de l'Université de Harvard et d'un doctorat en philologie française et romane de l'Université de Columbia. Elle est l'auteure de Haiti Unbound, A Spiritualist Challenge to the Postcolonial Canon. Et elle a été récemment résidente au Columbia Institute for Ideas and Imagination à Paris, en France, où elle a commencé à travailler sur son projet de livre actuel, René de Prest, pour l'amour de la Révolution, ainsi qu'un recueil d'essais intitulé Blackness en français. Kayama a également traduit plusieurs œuvres de fiction et de non-fiction du français vers l'anglais, notamment La danse sur le volcan de Marie Chauvet, Adriana dans tous mes rêves de René Despestre et en 2019, Les entrailles des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme de Françoise Vergès. Elle est lauréate de la PEN Haim Foundation, du National Endowment for the Arts, du National Endowment for the Humanities et de la Mellon Foundation. Scholastic maintenant. Née au Rwanda en 1956, Scholastic Mukasonga a vécu dès son enfance la violence et l'humiliation des conflits ethniques qui ont secoué son pays. En 1960, sa famille est déplacée vers le district pollué et défavorisé de Bugesera au Rwanda. Scholastic est ensuite contrainte de quitter l'école de travail social de Butare et de fuir au Burundi. Elle s'installe en France en 1992, 2 ans seulement avant que le génocide brutal des Tutsis ne déferle sur le Rwanda. Elle apprendra que 37 membres de sa famille ont été massacrés. 12 ans plus tard, Gallimard publie son récit autobiographique Inyanzi ou les cafards. Suivent la publication de La femme aux pieds nus en 2008 et de Iggy Foo en 2010. Toutes deux largement saluées. Son premier roman, Notre-Dame du Nil, a remporté le prix Amadou Kourouma et le prix Renaudot en 2012, ainsi que le prix French Voices, c'est chez nous ça, en 2014. Il a également été sélectionné pour le prix littéraire international de Dublin en 2016. En 2019, The Barefoot Woman a été finaliste pour le prix national du livre et pour la littérature traduite. Et en 2019, son roman Notre-Dame du Nil a été adapté en film par Atik Raimi et il a remporté l'Ours de cristal à la Berlinale cette année en 2020. Voilà pour la présentation de nos 2 intervenantes aujourd'hui. Donc, petite précision, la rencontre est enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur le site d'Albertine bientôt. Et vous pouvez vous poser vos questions en direct en utilisant la fonction Q&A de Zoom. On laissera une vingtaine de minutes pour justement partager les questions des auditeurs. Et maintenant, je laisse la parole à Kaïma et à Scholastic. Merci Sandrine, merci Albertine de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de me retrouver parmi vous et de vous revoir Scholastic. C'est avec beaucoup de plaisir que je me mette en conversation sur cette dernière œuvre aussi importante et impressionnante que les dernières. Donc voilà, j'aurai un certain nombre de questions à vous poser et puis on laissera la place aux auditeurs pour aussi à leur tour poser des questions. Je commence par, juste pour situer un peu cette œuvre dans votre trajectoire littéraire, c'est-à-dire comment est-ce que vous voyez ce texte, cette collection de nouvelles vis-à-vis de ce qui précède et vis-à-vis aussi de ce que vous envisagez publier, travailler dessus dans l'avenir proche? Bonjour tout le monde, je suis très enchantée et très heureuse. Malheureusement, j'aurais aimé être sur place,
Mais bon, on va se contenter de la magie, comment on appelle ça, de l'informatique, de l'Internet. Et puis, on espère qu'il y aura de jours meilleurs. En tout cas, je suis heureuse d'échanger avec vous. Alors, la question que vous me posez, au fait, les nouvelles, ça a été une chance pour moi. Parce que, au fait, je suis, comme je l'ai toujours dit, je le répète, je suis une écrivaine quand même atypique. Je n'avais pas pour vocation d'écrire s'il n'y avait pas eu le génocide de Tutsi au Rwanda. Alors, je me suis créée. Donc, je me suis créée avec mes deux premiers livres, Inyenzi les cafards, La femme au PNE, qui sont je dirais, 100% entièrement autobiographiques. Et puis après, je crois que normalement, j'aurais toujours dit, le seul livre que je me devais d'écrire, de toute façon, c'est Inyenzi les cafards, parce que c'était un devoir de mémoire. Il fallait créer un tombeau pour les miens qui n'avaient pas de tombeau, qui n'avaient pas de sépulture. La femme au pianiste, ça s'imposait parce que c'est, d'une part, Inyenzi les cafards est bien accueilli. Et puis, la nature, quelquefois, n'est pas si ingrate que ça. Je n'ai pas galéré pour publier Inyenzi ou les cafards. Ça a été très rapide. J'ai été très vite accueillie, les bras ouverts par les éditions Gallimard. Et après, donc, c'est pour cela que je me suis autorisée d'écrire La femme au pied-nu et pour rendre hommage à ma mère. Et puis aussi, il y avait le devoir de tisser un linceul pour couvrir le corps de ma mère, comme c'est écrit dans le livre. Alors, les nouvelles, après, je me disais, j'ai un éditeur, je viens de goûter quand même au bienfait de l'écriture qui me guérit. Non seulement je fais mon devoir de survivante et de gardienne de la mémoire, mais en même temps, je sentais les bienfaits, je devenais, quand je le dis, je devenais légère, je me sentais revivre. C'est Shalom Oslader qui l'a dit dans son livre, c'est dans L'espoir, c'est une tragédie. Il disait écrire, ça me rendait plus normal, ça m'apaisait. Alors donc, je me suis dit maintenant, les nouvelles sont arrivées comme ceci. D'une part, il y avait des expériences de vie, pas forcément personnelles, parce que ce que j'écris, même quand je dis autobiographique, c'est quand même, ça concerne, c'est collectif, hein, ça concerne tout ce qui était à Nyamata, tous les Tutsis qui ont été déportés, qui ont été assassinés. Et alors, il y avait des choses, des passages de ma vie que je n'avais pas pu mettre, notamment d'Aïnyenzi surtout. Par exemple, le titre qui donne la nouvelle qui donne le titre au livre, Ligifu, c'est une expérience vraiment personnelle et que je ne pouvais pas mettre d'Aïgifu, plutôt d'Aïnyenzi ou les cafards, parce que c'était tellement douloureux et c'était vraiment personnel. Et je n'avais pas, et quand j'ai écrit Inyenzi, j'étais tellement dans une très, très grande souffrance, dans la douleur extrême, que je ne pouvais pas me permettre de parler de cette expérience. La petite Colomba qui est d'Aïgifu, cette Colomba, c'est moi. Et puis après, il y a aussi ce vécu de la gloire de la vache. C'est ce que nous avons vécu à Nyamata, c'est ce que j'entendais de la bouche de ma mère, la nostalgie de ne pas pouvoir donner du lait à ses enfants. Le lait, c'est la vie. Et puis, les vaches fantômes de mon père qui restaient dans le rêve, comme tous les autres hommes tutsis qui avaient une activité d'être éleveurs, d'avoir à s'occuper de les vaches, qui n'avaient plus de vaches que des vaches fantômes. Et donc là aussi, c'était le moment de revenir tout sur ça. Et puis la peur qui a été notre gardien quand même, ça a été notre ombre permanente, c'est la peur qui nous a sauvés. Donc je me suis dit, je vais écrire, je ne savais même pas ce que c'est les nouvelles, je me créais. Je vais écrire par thème des petits textes courts pour
compléter Inyenzi. Au fait, Igifo venait compléter Inyenzi. Et puis après, je suis tombée dans la fiction sans m'en rendre compte. Donc, en écrivant Elena, le malheur d'être belle, je ne savais pas que j'entrais vraiment dans la fiction. Bien sûr, à la base, dans les fondations, il y avait une expérience, bien sûr, de ce que j'ai pu vivre au Burundi, à Bujumbura, mais en même temps, il y a une dimension de fiction. Et si que le deuil, c'était tellement difficile à aborder qu'il fallait mettre aussi une part de fiction. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans les nouvelles, que j'ai beaucoup apprécié, que je trouve regrettable et que c'est un peu méprisé quand même en France, alors que heureusement qu'il y a Jean-Marie Gustave Locrésio qui est quand même à qui on doit des nouvelles de grande qualité, comme c'est Mondo et les autres histoires. Donc, voilà les nouvelles. Les nouvelles, je pense qu'aujourd'hui, en fait, je reviens sur les nouvelles. Quand j'écris des petits textes, quand on me commande des petits textes, quelque part, ce sont des nouvelles que je continue à pratiquer. Et puis, pour terminer sur cette première question, parce que je m'imagine qu'il y a des quantités d'autres, hein, c'est qu'en écrivant les nouvelles, en fait, c'est là où je me suis trouvée dans la posture de ce que je devais être. Donc, je suis une Rwandaise. Bon, peut-être que je ne suis pas assez traditionnelle, mais je le voudrais bien. Donc, c'est-à-dire que j'étais la bonne élève de ma mère. Toute femme rwandaise devait être une comtesse. En écrivant les nouvelles, en fait, je me suis trouvée absolument dans l'héritage de ma mère, de reprendre justement le fil donc de contes que doit compter une femme rwandaise. Merci, Scolastique. Et en fait, vous avez dévancé un peu ma deuxième question, où il s'agissait justement, j'aurais voulu savoir qui est le jeu de plusieurs d'entre ces nouvelles, quelle est la part de fiction, parce qu'il y a une si grande part d'autobiographie, bien évidemment. Mais je vais juste vous repousser vers la première question, parce qu'il y avait une deuxième partie qui était non seulement, et vous avez très bien répondu à la question de où cela se situe vis-à-vis des écritures du passé, mais maintenant, surtout après ce que vous venez de dire, je vais insister sur la question de ce que cela représente pour l'avenir de ton travail d'écrivain. Est-ce que le genre de la nouvelle est quelque chose qui vous attire tellement que vous allez le refaire, que vous allez peut-être aller dans une différente direction parce que justement vous avez pris le genre de la nouvelle, vous l'avez infusé avec une part d'autobiographie qui rend les frontières de la nouvelle un peu perméables. Alors, je suis curieuse de savoir ce que vous envisagez pour l'avenir dans l'écriture. Dans l'écriture, je pense qu'aujourd'hui, ce que je sais, c'est que l'écriture est donc sous forme autobiographique. Je pense que j'ai fait suffisamment du travail que je devais faire. Que maintenant, je me lance, et c'est toujours pas simple hein, de se lancer dans le roman. Le roman, ça n'a rien à voir avec les nouvelles. Les nouvelles, en fait, il y a quelque chose de confortable. C'est confortable. Vous savez où vous allez. Vous avez un but. Donc, quelque part, il n'y a pas d'obstacle en cours. Je crois qu'une nouvelle, c'est un rythme. Vous commencez, vous terminez. Hein. Vous n'avez pas ce moment de doute, ce moment d'hésitation, ce moment comme pour le roman. Le roman, quand même, à un moment donné, je pense que j'en ai pas écrit beaucoup, hein, j'en ai écrit que 3 romans, hein, mais il y a toujours justement cette angoisse de dire où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Comment je vais terminer mon roman? Ce qui n'est pas le cas de la nouvelle. Au fait, vous terminez avec justement la chute qui a déclenché même la nouvelle. Donc, vous n'avez absolument pas... c'est le confort, en fait. C'est le côté absolument où il n'y a pas de moment d'angoisse, de moment de doute, de moment de recherche, de moment d'hésitation. Voilà, vous étiez vraiment... C'est un repos, en fait. Je pense, pour moi, pour un écrivain, après un roman, il faut pouvoir écrire des nouvelles, en fait. C'est vraiment comme prendre vraiment
dire ok, se reposer, prendre vraiment tout le plaisir de pouvoir justement se ressourcer et puis pour repartir à la conquête d'un roman. Merci. Bon, il n'y a qu'un écrivain de votre talent pour dire que la nouvelle est facile, hein, mais d'accord, j'accepte. Vis-à-vis du roman, la nouvelle est quelque chose qui vous permet de prendre l'air un peu et être un peu aléatoire plutôt que programmé, ce qui est nécessité par le fait de l'écrire sous une forme plus longue. Enfin, de là, je veux retourner à quelque chose que vous avez touché à ce sujet, mais je pousse davantage. Dans ces nouvelles qui sont d'une précision et d'un détail assez extraordinaire, il y a non seulement les sentiments qui plongent dans un passé, que vous venez de décrire un petit peu, mais aussi des détails environnementaux, les sons, tout ce qui est haptique, qui est le toucher et tout cela. Et vous faites tout cela sans pour autant être dans le domaine du réalisme socialiste, hein, sans aussi être dans le domaine de la nostalgie. Et donc, j'aimerais juste que vous réfléchissiez à haute voix un peu sur comment vous accédez à ce passé, qui est bien évidemment un passé douloureux, sans tomber ni dans la nostalgie, ni dans une tragédie qui serait, qui ne présenterait pas le beau aussi, qui fait partie de cette expérience du passé. Donc, juste comment vous arrivez à vous situer vis-à-vis d'un passé si lointain et nous le rendre avec tellement de détails, de vivacité et de complexité dans les émotions? Moi, je pense que le fait que quand même toutes ces nouvelles en toile de fond, c'est toujours la persécution de ce qui a été pour les Tutsis pendant ces années entre 60 et 94. Hein. Quelque part, toutes ces nouvelles ont des aspects de vie, de la vie, de ce qui a été la vie de ce peuple qui était à Nyamata, où je vois ce qui se passe autour de moi. Alors, je ne tombe pas dans la nostalgie parce que peut-être quelque part, parce que comme ce n'est pas une expérience singulière, c'est une expérience collective. Donc, quelque part, quelqu'un l'autre jour me posait la question, quelle est la différence entre le témoin de dedans et le témoin de dehors, si on peut utiliser les termes comme ça, celui qui a vécu et celui qui vient s'intéresser à ce qui s'est passé. Moi, quelque part, j'ai comme l'impression, au fait, je me situe entre les deux, parce que je ne suis pas complètement enfermée dans cette histoire, parce que c'est une histoire qui a été une histoire collective. Et je pense que ça aurait été une histoire personnellement personnelle. Et c'est là où, quelque part, il faut, puisque c'était Colomba et moi, et vraiment moi, et quelque part, c'est peut-être c'était Gifu qui était compliqué pour moi. Le reste, c'est quelque chose qu'on vivait ensemble. Par exemple, je ne sais pas dans quelle nouvelle, c'est dans la peur, je crois. Quand on sentait que les choses allaient se passer mal, parce qu'on avait des signes avant-coureurs, où tout le monde se groupait ensemble. Tout le monde, et donc, on ne restait plus du tout dans sa case, si on peut dire. On se groupait ensemble, on vivait ensemble. Et toutes les mères devenaient donc protéger les enfants ensemble. La mère n'était plus isolée, elle était avec les autres. Tous se vivaient ensemble. Et c'est ça qui fait que j'ai pu, et puis que d'autre part, je ne suis pas survivante par miracle quelque part. Je suis survivante parce que mes parents ont voulu que je le sois. Donc, si je n'aurais pas été, c'est pour cela que je fais la différence entre rescapée et survivante. Si mes parents n'avaient pas dit, tu parles parce que tu parles français, tu vas être notre mémoire, tu vas dire ce que tu as vu, ce que tu as vécu. Donc, quelque part aussi, à partir de là, de cette émission, de cet héritage, qui est un héritage assez lourd à porter,
vous avez des forces qui font que vous ne serez jamais dans une posture de quelqu'un qui doit être faible et de quelqu'un qui va être nostalgique, parce que vous savez bien que votre vie a un sens et que ce sens, il est pluriel. Donc, vous êtes là pour parler pour ceux qui n'ont pas pu être là pour parler et que vous n'avez pas, au contraire, vous vous sentez investi d'une mission. Quand j'écris, par exemple, dans La femme au pied nu, si je fais un petit écart, vous savez, parce que je mets beaucoup, quand je fais les romans, peut-être c'est ça l'avantage, je mets pas mal de recettes de cuisine, je mets pas mal de traditions. Et quand je suis au Rwanda, quand je vois à quel point les étudiants de l'université, maintenant il y a plusieurs universités, ce n'est plus que l'université de Boutarek, mais l'université nationale reste toujours une université, qu'ils sont en attente de ce que Scholastique va sortir, parce qu'ils veulent justement trouver dans mes ouvrages la tradition qu'ils n'ont pas connue. Parce qu'il n'y a pas que les humains qui sont partis, il y a aussi des traditions qui sont parties avec. Donc, quelque part, je n'ai pas, aujourd'hui, si je disais je vais arrêter d'écrire, je n'ai pas le droit. Parce que ces jeunes-là, ces étudiants attendent de moi que j'écrive, c'est un devoir, que je leur parle du passé qu'ils n'ont pas connu, qui va leur permettre de se construire. Merci beaucoup, Scholastique. Ce que vous venez de dire avec tant d'éloquence, ça commence à répondre à une autre question justement que j'avais. Moi, j'ai été très frappée par ce qu'on peut appeler peut-être la brutalisation de Helena dans la 4e nouvelle. Et une des participants ici dit, je voulais demander à Scholastique de parler du rôle des femmes dans le génocide des Rwandais. Donc pour moi, ça serait de parler en dehors du génocide, et pour cette personne, ça serait de savoir le rôle des femmes à l'intérieur ou pendant le génocide. Donc si vous pourrez répondre à cela. La question de la condition féminine ou des actes des femmes à Rwanda. Alors, ça dépend. Est-ce qu'il veut demander par rapport aux victimes ou par rapport malheureusement aux femmes qui auraient participé au génocide? Il pose la question de quel côté? Parce qu'il y a les femmes victimes comme Elena, à moins que, voilà, des femmes victimes comme Elena, malheureusement, si on reste dans la nouvelle d'Elena, puisqu'on est dans les Diffous, les femmes au Rwanda, pendant le génocide, elles ont été doublement victimes. Elles n'ont pas eu, excusez-moi le terme, la chance d'être tuées directement. Même si les actes, même pour tout le monde, pour tous les Tutsis qu'on tuait, c'est des actes de barbarie qui ont été employés. Hein. On voulait faire souffrir avant de tuer. Mais alors, les souffrances qu'on a fait endurer aux femmes étaient beaucoup plus extrêmement barbares, extrêmement... Il y a eu des viols, bien sûr, beaucoup ont été violés. Et puis, viol avec des idées délirantes. Hein. Je ne peux pas décrire la décence, ne m'autorise pas. Pratiquement toutes les femmes, même les petites filles de 3 ans, elles ont subi le viol. Et il y a eu dans Helena, si on revient dans Helena, il y a eu ce mythe de la beauté de la femme Tutsi, de la fille Tutsi. Pour les autorités des gouvernements d'apartheid ethnique, c'était des tentatrices, c'était les pires ennemis des femmes. Parce qu'elles arrivaient pour les autorités Hutus,
les femmes étaient plus dangereuses parce qu'elles arrivaient à s'infiltrer pour eux auprès des autorités influentes, comme par exemple des expatriés, et pour diaboliser et dénigrer, déstabiliser les autorités politiques. Donc, elles étaient plus dangereuses. Et puis, en même temps, ce sont elles qui donnaient naissance aux enfants, qui portaient les Tutsis dans le ventre. Donc, c'est pour cela que le génocide, non seulement il y avait l'intention de tuer, d'éradiquer, d'exterminer les Tutsis, mais il y avait aussi la punition, punir les femmes Tutsis. Vous savez, il y a un documentaire que j'ai oublié le titre. Je l'ai vu lors de la commémoration du 10e, ce n'est pas l'anniversaire, c'est la 10e année de, comme a dit les Nations Unies, de réflexion sur le génocide de Tutsis en 2014. On a vu un documentaire justement sur le viol des femmes. Et il y avait des femmes rescapées, qui n'ont pas, comme elles le disent, la mort n'a pas voulu d'elles. Et il y avait ces femmes qui ont encore les yeux, malgré les 10 années qui étaient passées, ou les 10 années de ces 2014, oui. Non, c'est 20 ans, c'est 20 ans. Malgré les 20 années qui sont passées, elles avaient encore les yeux de ce qu'elles ont vu et vécu. À un moment donné, une s'est levée, elle a dit, on a prié pour mourir. On les a suppliés, nos violeurs, pour mourir, pour qu'on nous tue. On était pourris. On n'avait plus rien du tout d'humain. Donc, ça c'est ce qu'a vécu les femmes pendant le génocide. Et puis, à côté de ça, elles ont été violées. Souvent, elles sont tombées enceintes. Elles ont eu des enfants de leurs violeurs. Alors que celui-là aussi, c'est son enfant, même enfant, dans des conditions horribles. Elles avaient des enfants qu'on a tués, et puis elles se trouvent avec qu'un enfant, et qui est l'enfant des violeurs. Et imaginez comment élever cet enfant, qui est en permanence le témoin de sa famille absolument exterminée, et en même temps de ce qu'elle a vécu. Alors, à côté de ça, des victimes, c'est vrai que on avait créé, c'était vraiment cette idée, au bout du compte, on ne regardait même plus du tout la personne réelle de la femme rwandaise. On la voyait en fonction de la caricature qu'on a fait d'elle. À un moment donné, même les femmes Hutus imaginaient qu'elles sont plus belles qu'elles. Ce qui est faux, parce que la caricature qu'on a imaginée de la femme Tutsi n'a rien à voir avec la réalité. Alors, ce qui fait que malheureusement, il y a des femmes Hutus qui ont participé au génocide, notamment, surtout, encourageant les maris à violer les femmes Tutsi et à les violer dans des conditions que je ne peux pas décrire, quoi. En effet, merci, Scholastic. Je passerai à des questions qui ont été posées par Ashley Maskey. Elle voudrait savoir qu'est-ce qui est le trait le plus important pour les gens à avoir pour vaincre les défis tout au long de la vie, selon vous? Et j'imagine dans le contexte surtout de la souffrance dont vous parlez et dans les expériences de traumatisme extrême qui font partie de votre histoire, de vos histoires, je devrais dire. Alors, pour vaincre, je n'ai pas bien suivi. Le trait ou la qualité, la caractéristique le plus important pour les gens d'avoir. Qui sortent dans tel drame, qui soient escapés ou survivants dans tel drame. Par exemple. La première chance caractéristique, au fait, qui fait que
on reste debout. C'est la chance qu'on a, la dimension est tellement énorme qu'il n'y a jamais eu de haine. Jamais. Les rescapés, les survivants, on n'a jamais été habités par la haine. C'est quelque chose, d'abord, je pense que la haine, à un moment donné, je disais à chaud, hein, dans les premiers moments des premiers mois de génocide, je disais, c'est un luxe que je ne peux pas me payer. Parce que la haine, on a la haine quand il y a quelque chose qui vous reste, quand il y a quelque chose qui est tolérable. Mais quand on est absolument plus bas que bas, tombé vraiment dans le fond, on n'arrive qu'une chose, ne plus aller là-bas. Et vous êtes prêt à tout pour justement, vous pensez, au fait, immédiatement pour les adultes, on a pensé à nos enfants, les enfants présents et les enfants à venir. On dit, il faut les préserver. Et donc, à partir de cette pensée immédiate, vous ne pouvez pas être habité par la haine, ni la vengeance. Parce que vous ne pouvez pas recréer la même chose, parce que vous serez égoïste. Et là, on reviendrait sur la culpabilité. Donc, vous ne pouvez pas être égoïste, vous ne pouvez pas, après, vous vous en voudrez, parce que vous ne voulez pas que vos enfants souffrent de la même façon. Et d'ailleurs, l'exemple a été que la première chose qui a été demandée par des Rwandais, surtout les rescapés et les survivants, c'est la réconciliation. Parce que de toutes les façons, et ça c'était après les génocidaires, ils nous ont rejoints, ils ont fait, la justice a fait son travail, tout le monde s'est réveillé, se rendu compte que la dimension qu'ils ont été facilement, surtout le petit peuple qui prenait la machette pour aller tuer son voisin, qu'ils ont été entraînés trop loin. Mais la première, ceux qui sont montés au créneau les premiers pour demander la réconciliation, ce sont nous, les victimes, pour reconstruire le Rwanda, pour se retrouver, pour sortir de cette falsification de notre histoire, où on a créé une division là où elle ne devait pas être, pour que tout le monde se réveille, pour que tout le monde se dise, qu'est-ce qui s'est donc passé? Après tout, quand on réfléchit bien, aujourd'hui, au Rwanda, il n'y a plus du tout les opérations Hutu et Tutsi, puisqu'on les a détournées, puisqu'on les a mis dans le sens qui n'était pas le sens naturel de ces termes. Parce que je l'ai toujours dit, c'est une question d'activité économique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en tant que personne. Donc, de toutes les façons, tout le monde, moi, j'ai été Hutu, ou j'ai été Tutsi, parce qu'on se mariait ensemble, on vivait ensemble. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, pour se reconstruire, c'est se dire qu'il y a nos enfants qui attendent de nous qu'on leur donne une vie meilleure. C'est ça. Au fait, ce qui vous sauve, quand on me dit vous avez atteint la résilience scolastique, comment vous avez fait? Mais je n'ai pas fait de miracle, j'ai fait comme tout le monde. Je suis une mère. Je ne peux pas refaire la même chose, je ne peux pas refuser de vivre avec eux. Maintenant, de toute façon, il n'y a plus de retour. Mais je ne peux pas, en pensant à mes enfants, donc je ne peux pas penser vengeance, penser haine. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai la chance d'accéder à l'écriture, de réécrire, pour que nos enfants, justement, voient ce qui s'est passé, les erreurs, la dimension de l'erreur, la dimension de ne pas de créer la différence, parce qu'il ne faut pas falsifier cette histoire. Déjà, c'est ça. C'est de mettre l'histoire sur la table. Moi, je pense que c'est là où, justement, quelquefois, moi qui allais souvent, qui a fait des rencontres au Brésil, qui a rencontré des populations, justement, qui sont les descendants des esclaves. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont en souffrance énormément au Brésil. Même le coronavirus est venu ajouter une dimension. Parce que si on n'a pas fait un travail par rapport à cette histoire de l'esclavage, on a occulté.
Nous, au Rwanda, ce que nous avons pu faire, c'est de dire nous n'allons pas inculter. Le génocide est enseigné dans les écoles, même les petites sections. On trouve les mots adaptés à ce qu'un petit garçon, une petite fille peut comprendre. Mais pour que tout le monde se dise, attention, le passé doit nous servir à construire le présent aujourd'hui et à le construire mieux. Merci, Scolastique. J'allais juste rajouter une petite question par-dessus. Vous avez parlé de ne pas être habité par la haine, qui est une formule d'une beauté énorme. J'ose vous demander aussi, est-ce que ça comporte aussi un espace de pardon, de grâce? Non. Non. Ok. Non, ne dites pas ça. Parce que c'est un mot au fait qu'on a appris à... Vous savez, quand vous vivez des choses dans la vie, et la vie, elle est comme ça, il faut la vivre, mais elle nous met des embûches sur notre parcours. Les mots prennent une dimension qu'il faut absolument mettre à sa place, en fait. Il faut y aller calmement, doucement. C'est une question qui a tout le temps été posée aussi aux rescapés de la Shoah. Je crois que le pardon, c'est quelque chose, il faut y aller doucement, ne pas se précipiter. Si vous commencez à aller dans le pardon sans avoir construit suffisamment la raison, les étapes, la raison pour laquelle vous arrivez à la conclusion que maintenant, il faut entrer dans le pardon. Il ne faut pas aller trop vite. La réconciliation, oui, c'est adapté parce que tout le monde a été absolument entraîné dans un statut qui n'était pas le sien. Hutu, voilà, tout le monde était Hutu et tout le monde était Tutsi. Et alors, et puis, donc là, se réconcilier, de dire nous sommes tous des Rwandais, nous parlons la même langue, nous vivons ensemble. Il n'y a jamais eu de région Hutu ni de région Tutsi. Là, réconcilions-nous, repartons à la base. Nous avons le même père, Gihanga, qui a eu 3 fils, Gahutu, Gatwa, Gatutsi. Reconstruisons-nous. Mais là, le pardon, on n'en est pas là. Vous savez, la justice, on a avancé avec surtout le tribunal d'Arusha, on a avancé, mais on n'a pas fini encore de faire suffisamment le travail de la justice pour arriver à la conclusion du pardon. Il faut laisser le temps au temps. Classique, il est 15h02. Je vais terminer en vous lisant un sentiment qui a été exprimé par Yvette Shalom, que je pense communique un sentiment que nous partageons tous. Elle écrit « Scolastique Mukasonga, au-delà de votre réel talent d'écrivaine, je m'incline devant votre sincérité et votre honnêteté qui témoignent de votre humanité. » Et avec cela, je vous remercie de toutes ces choses, votre talent, votre honnêteté, votre sincérité et votre humanité. Vous avez offert un don énorme à nous tous et nous sommes reconnaissantes à l'extrême. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir partagé votre travail avec nous et vos réflexions. Je l'apprécie énormément. Je pense que tous qui sont présents partagent ce même sentiment. Merci. Merci, Kaïma. Merci, Scolastique. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup. Et voilà. J'espère que la prochaine fois, on sera de nouveau dans Albertine. Ouais, j'espère beaucoup. Je croise les doigts. Allez. Allez. Merci beaucoup. Bonne soirée, Scolastique. Bonne journée à tous. Beaucoup. Bon week-end. Bon week-end aussi. Au revoir. Okay. Au revoir.